Et là-dessus, je retrouve notre panel d'analystes, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Montpetit et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour Esther. Donc, recul partiel sur la taxe carbone. Le premier ministre Trudeau a annoncé ça en fin de journée jeudi. Ça en a surpris plusieurs. Farouk, est-ce que ça vous semble une décision improvisée? Je ne sais pas si la décision en tant que telle est improvisée, parce que je crois qu'elle fait suite à des pressions dans le caucus même à l'interne. On se rappelle qu'à l'ouverture de la session parlementaire, les libéraux avaient eu un houleux caucus. M. Trudeau avait passé un mauvais sapin avec ses propres personnes, lui disant qu'il nous manque des munitions pour aller convaincre les gens, notamment sur le coût de la vie. Donc, là-dessus, je ne sais pas si c'est improvisé. Par contre, ce qui est manifeste, c'est que la politique environnementale, elle, semble maintenant être improvisée. M. Trudeau s'est fait élire sur une taxe carbone, a acheté un pipeline ensuite, n'a pas, malgré sa promesse électorale, arrêté de subventionner l'énergie fossile et aujourd'hui crée des exceptions à sa propre taxe carbone. Et ça sent l'improvisation. Oui. Marc-André Leclerc, sa décision est tombée alors que Pierre Poilievre a organisé un grand rassemblement justement pour abolir la taxe carbone en Atlantique. Comment vous analysez cette décision de M. Trudeau? Ben, je pense que M. Trudeau là, sent la pression dans son caucus, également voit les sondages. Là. Il y a plus d'une trentaine de sondages, Esther, là, depuis le mois de mai, qui met les libéraux en deuxième position, avec plusieurs points derrière Pierre Poilievre et les conservateurs. Donc, c'est un peu une réaction à ça. On voit que c'est un petit peu précipité là, pour faire une annonce qui concerne principalement l'Atlantique, mais de le faire dans l'édifice de l'Ouest à Ottawa au lieu d'être sur le terrain, avec l'ensemble des députés des régions d'Atlantique, des provinces d'Atlantique. On voit vraiment là, qu'on a fait ça un petit peu rapide pour essayer de couper l'herbe sur le pied à M. Poilievre. Mais M. Trudeau est prêt à renier là, son héritage. Là. La taxe sur le carbone, c'est la pierre angulaire pour lui de ses mesures contre les changements climatiques. Donc, il est prêt à renier son héritage là, pour essayer de plaire à la population. Oui. Marie, Marc-André et Farouk parlent de pression au sein du caucus, mais quand même, on peut imaginer que c'est dur à avaler pour son ministre de l'Environnement, M. Guilbeault, là. Oh, certainement, ça le met certainement dans une position difficile. Stephen Guilbeault, il faut se rappeler que ça a été un des partisans fermes de la politique de tarification du carbone, mais c'est surtout que ça vient aussi ouvrir une brèche qui est beaucoup plus large dans la politique environnementale du gouvernement, là, parce qu'on a déjà vu réagir dans les dernières heures, notamment Doug Ford, Daniel Smith, qui disent bon, mais c'est un bon pas dans la bonne direction, c'est bon pour les gens de l'Atlantique, mais là, il demande au gouvernement Trudeau qu'est-ce qu'on fait pour les gens de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, qui, eux, se chauffent pas au mazout, se chauffent principalement au gaz naturel, qui payent encore de la taxe carbone. Donc, ça va mettre de la pression additionnelle à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que Stephen Guilbeault ne doit pas être très heureux aujourd'hui de cette improvisation dans leur politique environnementale. Oui. Gilles Duceppe, un tel recul, est-ce qu'on peut dire que ça sent la fin de régime pour les libéraux? Difficile à dire. Précisons cependant que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec, là, malgré les prétentions de M. Poilievre. Deuxièmement, je pense pas que la NPD va proposer une motion de non-confiance ou voterait pour que les libéraux perdent le pouvoir. Le prochain budget en mars ou avril sera très important. Est-ce que M. Trudeau demeurera chef? Sinon, il y a personne qui se pointe à l'horizon du côté des libéraux. D'ici ce temps-là, est-ce qu'il y aura d'autres arguments de M. Poilievre ces arguments, ils les utilisent très tôt. Dans une campagne électorale, ça aurait pu porter fruit. Mais là, il risque de se faire démolir un par un sur plusieurs sujets. Or, on verra, mais moi, je pense pas qu'il y aura d'élection tout au moins avant l'automne prochain. Et les choses peuvent changer très vite en politique. J'ai vécu ça, moi. Oui, et le scénario le plus probable, c'est l'automne 2025. Donc, ça reste à voir, effectivement. Il y a encore beaucoup de temps d'ici là. Un autre sujet qui pourrait paraître comme un recul, on a appris cette semaine que le gouvernement Trudeau, toujours, songe à plafonner ses cibles en immigration. Il semble que c'est la crise du logement qui force Ottawa à revoir comme ça sa cible d'1 demi-million d'immigrants par année. Farouk, est-ce que, encore une fois, M. Trudeau est rattrapé par la réalité?
Ben, c'est un autre sujet où ça marque de front, ça affronte de front la marque libérale. Hein. Donc, M. Trudeau a fait de sa politique environnementale quelque chose de très fort. Sa politique d'immigration, évidemment, le Parti libéral est très connu étant pro-immigration et près des communautés culturelles. Donc, ça met beaucoup de pression à l'interne du Parti libéral. M. Trudeau, après 8 ans de pouvoir, peut-être comprend maintenant c'est quoi être premier ministre et doit prendre des décisions difficiles. C'est sûr que la politique d'immigration ailleurs au Canada risque de moins faire débat, quoique avec la crise du logement peut-être plus. Ça risque d'être plus au Québec. On remarque que M. Poilievre n'est pas très critique par rapport à la politique d'immigration pour des raisons électorales, je crois. Donc, à voir si ça risque d'avoir un effet au Québec. Oui, M. Poilievre n'est pas très critique, mais le Bloc québécois est très critique. Gilles Duceppe, est-ce que les attaques du Bloc, justement, sur les cibles en immigration ont porté fruit? Est-ce qu'on peut penser ça? Je ne pense pas. Je pense que le Bloc représentait l'opinion des Québécois et des Québécoises, de la très grande majorité des Québécois et Québécoises sur cette question. Maintenant, le Canada réagissait en attaquant le Bloc et les Québécois en disant bah ces gens-là sont contre les autres, sont contre l'immigration, jusqu'à temps que le phénomène se produise dans les autres provinces. Et là, quand ils ont été confrontés au même problème que le Bloc soulevait, ils ont réagi. Mais dans ce cas-là, ils n'étaient pas contre l'immigration, c'était pour d'autres raisons. Alors donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les premières critiques face aux positions du Bloc. Et maintenant qu'ils se font face à la même situation, ils réagissent. Alors, il faudra regarder la question de façon plus large. Regarder à travers le monde, les pays de l'Union européenne, aux États-Unis, combien il y a de pourcentage d'immigration comparé au Canada. Le Canada est parmi les premiers. Deuxièmement, il faudra mettre en question un certain nombre de choses. Moi, je pense que quand on va chercher des infirmières en Afrique ou en Haïti, ben, on affaiblit ces pays-là. Je suis pas contre la venue d'Haïtiens ou d'Africains au Québec et au Canada, mais je suis contre le fait qu'on leur enlève des gens qui sont essentiels là-bas, alors qu'on devrait même donner un plus gros pourcentage de notre PIB pour aider ces pays à se développer et pas leur enlever les gens qui sont essentiels à leur fonctionnement. Regardez le cas d'Haïti aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé depuis 20 ans. Oui. Il faut préciser que le gouvernement parle de stabiliser ses cibles en immigration et peut-être même éventuellement réduire ses cibles après 2025. Évidemment, la décision n'est pas encore prise. On dit qu'il y a des tiraillements au sein du Conseil des ministres. Marie, justement, vous avez déjà été ministre au sein de gouvernement. Jusqu'à quel point ça place M. Trudeau dans une position délicate, vous pensez? Je pense qu'il se nuit à lui-même dans ce dossier. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pression au cours des dernières années pour augmenter les seuils d'immigration, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. C'est comme si la crise du logement venait amener complètement un autre éclairage. Mais le gouvernement Trudeau, je pense, va payer un peu le prix de son manque de planification parce que, tu sais, je veux dire, pour soutenir, dans le fond, l'augmentation des seuils d'immigration, l'arrivée de nouveaux immigrants, encore faut-il planifier l'ensemble des services. Donc, on le voit, là, au cours des derniers mois, on a parlé beaucoup de la pression sur les services publics en éducation, en santé. C'est un débat qui revient beaucoup au Québec notamment, mais toute la crise du logement également. Donc, il y a quelque part où il va devoir trouver la fine ligne dans ce dossier-là, mais comme le disait Farouk, il en a tellement fait un des phares de ces politiques gouvernementales que là, ça sent encore une certaine improvisation, un manque de planification. Donc, ça va l'affaiblir, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des dissensions au sein même du caucus du Conseil des ministres libéral, en fait, entre ce qui devrait être fait, ce qui doit être fait, ce que la population voit, ce que la population ressent aussi, puis comment faire un équilibre entre cette pénurie de main-d'œuvre et justement toute cette pression-là sur les services publics et sur le logement. Oui, vous parlez d'une fine ligne. Il y a aussi tout le milieu des affaires qui demande plus d'immigrants pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est sûr que le milieu des affaires va demander plus de main-d'œuvre. On le voit partout dans notre quotidien. Dès qu'on sort dans un restaurant, dans un commerce, les gens, vraiment, on cherche des employés. Puis, sauf qu'à un moment donné, la décision qui a été prise par Ottawa, le 500 000, ils l'ont jamais expliqué. Là. Ils n'ont pas consulté les provinces. On arrive à 500 000 pour répondre à nos besoins, mais c'est facile pour Ottawa de dire ça quand c'est après ça, sur le terrain, d'accueillir ces gens-là, tous les réseaux, les systèmes d'éducation, santé, les services sociaux, c'est pas le fédéral qui s'en occupe, c'est les provinces. Là. Et ce qu'on a vécu au Québec, ben on voit que les autres provinces elles sont en train de le vivre présentement, et c'est pour ça que la réflexion, le questionnement
a été soulevé dans les derniers mois. Et plus on va se rapprocher de la prochaine campagne électorale au niveau fédéral, plus ça va devenir un enjeu et chacun des partis là, va devoir se positionner clairement sur cet enjeu-là. Oui, on aura peut-être plus de détails de la part du gouvernement Trudeau la semaine prochaine. Je termine avec vous sur la scène provinciale parce qu'au Québec, vraiment, on a assisté à une sortie publique, je dirais, spectaculaire cette semaine de 6 anciens premiers ministres qui ont critiqué ouvertement la réforme de la santé du ministre Christian Dubé. En fait, ils en ont contre le fait qu'on veut regrouper les hôpitaux et les établissements universitaires en une seule agence. Gilles Duceppe, je commence avec vous parce que c'est très rare que ça arrive. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette sortie des anciens premiers ministres du Québec. Ben, c'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'est en 2020 quand les 6 anciens premiers ministres ont demandé que les compagnies à charte fédérale soient assujetties à la charte de la langue française au Québec, la loi 101. Je pense que c'était utile que cette sortie, parce qu'on demande aux citoyens et citoyennes de se prononcer sur les différents enjeux dans notre société. Or, ce sont des citoyens et citoyennes. Ils connaissent un peu ça. Or, se taire, moi, je pense que ce serait une erreur. Cela étant dit, est-ce que l'ensemble de la réforme Dubé est mauvaise? Non. Mais on doit faire attention à ne pas transférer la bureaucratie du ministère de la Santé à une nouvelle bureaucratie d'un centre de santé unique à travers le Québec. Je pense qu'on peut pas traiter de la même façon toutes les institutions. Il y a une différence entre l'Institut de cardiologie de Montréal et, exemple, les CLSC au Nunavik avec un centre de santé pour ceux qui ont besoin de soins spécialisés à Dorval, à Montréal. Les hôpitaux en région, c'est pas le même fonctionnement. À certains endroits, ça prend une plus grande centralisation. À d'autres, surtout pas. Et je pense, généralement, il vaut mieux décentraliser que centraliser. Oui. En tout cas, ça a donné des munitions à l'opposition, mais malgré tout, le premier ministre Legault et son ministre Dubé n'ont pas bronché, maintiennent le cap avec leurs réformes. Marc-André, quelle analyse vous faites de la réaction du gouvernement? Ben, je crois quand même que le gouvernement de la CAQ a quand même fait des changements par rapport aux fondations, là, qui était le point central là, des 6 anciens premiers ministres. Là. Que les fondations restent en place, que les gens qui veulent contribuer donnent vraiment à un établissement précis, non pas là à ce qu'on va appeler maintenant Santé Québec ou au ministère. Il faut vraiment qu'on ait un attachement sentimental, personnel avec un établissement où on puisse donner. Fait que ça, je pense que ça, M. Dubé a bien répondu à ça, mais par la suite, il faut laisser travailler M. Dubé. C'est un gros projet de loi, le projet de loi 15. C'est sûr qu'il y a toujours un équilibre entre centralisé, décentralisé. On a appris pendant la pandémie qu'il fallait décentraliser. Fait que moi, j'espère que le gouvernement va poursuivre dans cette voie-là parce qu'il faut donner quand même de l'autonomie régionalement, localement aux gens de pouvoir poser des actions. Et je pense qu'on a vécu avec la COVID est un bel exemple qu'il faut redonner du pouvoir aux institutions locales. Oui. On a eu l'impression que tout ça s'est passé au-dessus de la tête des Québécois, je dirais, qui sont un peu perdus dans cette réforme de M. Dubé, notamment en ce qui concerne les conseils d'administration des hôpitaux. Farouk, est-ce qu'au fond, ça montre que le gouvernement Legault doit mieux expliquer sa réforme aux Québécois? Ben, c'est la preuve que je suis québécois parce que c'est passé au-dessus de ma tête, moi aussi. Fait que c'est assez compliqué comme réplique. Alors, moi, je prendrais la vision de 30 000 pieds dans les airs. Qu'un premier ministre se fasse critiquer par 6 anciens premiers ministres, c'est une mauvaise journée, voire une mauvaise semaine pour le premier ministre en place. Par contre, la poignée que M. Legault et son ministre a, c'est qu'on parle de santé. Et on pourrait arguer que 6 premiers ministres qui critiquent le ministre actuel, bien, ces 6 premiers ministres, ils étaient où à l'époque où on devait changer le système de santé pour avoir un système qui a de l'allure? Et c'est pour ça que M. Dubé essaie de le changer. Moi, c'est ça l'argument que je prendrais si c'était M. Dubé. Mais bon, je ne crois pas qu'il veut prendre de front 6 anciens premiers ministres. Il va faire ces changements. Et au bout de la ligne, les Québécois décideront dans 5 ans pour voir si cette réforme-là a eu de l'allure. Oui. Marie, justement, vous nous disiez la semaine dernière que le premier ministre Legault semble avoir perdu sa boussole depuis sa défaite cuisante lors de l'élection partielle dans Jean Talon. Est-ce qu'on peut parler, comme le fait Farouk, d'une autre mauvaise semaine pour le gouvernement de la CAQ à Québec?
Bien, il n'y a pas eu que des mauvaises choses puisque le gouvernement, cette semaine, a déposé un projet de loi prévoyant la création d'un commissaire aux droits des enfants. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais oui, globalement, c'est encore une autre semaine catastrophique et très mauvaise. Elle a commencé avec M. Legault qui a insulté 2 anciens premiers ministres, M. Charest, M. Chrétien, qui a passé la journée à se défendre, même 2 jours à se défendre là-dessus. La lettre, effectivement, de 6 anciens premiers ministres qui dénoncent certains éléments du projet de loi de Christian Dubé, les délais d'attente en chirurgie qui explosent. Dans le dossier du logement, les oppositions ont quitté une commission parlementaire et il y a les négociations aussi avec les syndicats qui avancent pas du tout et déjà des mandats de grève, des grèves qui sont annoncées au Québec pour le 6, le 8 et le 9 novembre. Donc non, c'est vraiment pas une bonne semaine pour le gouvernement Legault, là. Ça fait le tour des dossiers pour aujourd'hui. Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Montpetit et Gilles Duceppe. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.